Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'écouter la RPA. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 24 août 2023, dont voici le sommaire. Les propos du Premier ministre burundais sur les cas d'insécurité causés par des rebelles d'origine rwandaise en commune de Mabayi, étranger de la politique d'Autriche parce que ces rebelles sont basés dans la Kibira sous l'encadrement du pouvoir burundais. Propos du président du parti PD Zigamiwanga. Vous allez l'écouter dans cette édition. Au sommaire également, certains détenus de la prison centrale de Gitega dénoncent les actes de harcèlement et de violation des droits humains qui leur sont infligés par un de leurs responsables. Dans cette édition, nous parlons également des enseignants bénévoles en province de Kirundo qui dénoncent le clientélisme pratiqué par certains directeurs communaux de l'enseignement dans le recrutement de nouveaux enseignants. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, les propos du Premier ministre burundais sur les cas d'insécurité causés par des rebelles d'origine rwandaise en commune de Mabayi, étrangers de la politique d'Autriche, parce que ces rebelles sont basés dans la Kibira sous l'encadrement du pouvoir burundais. Réaction du politique Chevino Mugwengezo, président du parti PD Zigamiwanga. Il réagit après que ce mardi, le Premier ministre burundais ait accusé les habitants de la commune de Mabayi en province de Cibitoke de collaborer avec les rebelles rwandais se trouvant dans la Kibira. Ce politique demande au gouvernement burundais de prendre toutes les précautions afin que ces rebelles rwandais ne puissent pas continuer d'être à l'origine de l'insécurité au sein de la population car ils sont basés dans la Kibira avec l'aval de ce même gouvernement. Je pense que ça c'est une politique de l'autruche. On a toujours crié, nous avons toujours fait savoir que les Interahamwe avaient choisi de se baser au Burundi sous l'encadrement du pouvoir CNDD-FDD et parfois même on les a vus dans les hautes sphères s'occuper de la sécurité des personnages, des personnalités politiques. Je pense que ces Interahamwe depuis plus de 15 ans, ils sont basés au Burundi, il y en a qui ont développé des commerces, il y en a qui ont pu développer d'autres activités, mais beaucoup plus, il y en a qui ont intégré les institutions de sécurité publique. Et ça, ils le savent. Mais est-il qu'ils le faisaient pour trouver une force qui puisse représenter une menace? Alors maintenant, ce sont des faits qui sont têtus. Ce sont des faits qui sont flagrants. Ces gens, finalement, le pouvoir reconnaît que ces gens sont basés dans la Kibira. Entre ces gens-là et le pouvoir, il y a des contrats. Peut-être il y a des engagements de part et d'autre. Alors, quand il dit qu'ils doivent dégager, je pense que préalablement, il doit y avoir la révision de tout ce qui se sont convenus. Parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas se baser au Burundi de façon générale sans l'aval, sans l'encadrement du pouvoir CNDD-FDD et sans l'encadrement du pouvoir CNDD-FDD qui avait des objectifs derrière ça. Et ces objectifs, nous les avons toujours dénoncés. Ces gens ont été utilisés dans la violation qui a prévalu dans notre pays. Ces gens ont été utilisés dans des institutions de sécurité publique. C'est une situation qui devrait être gérée par le pouvoir, mais il y a des conséquences incalculables, inestimables, qui ont été causées par la présence de ces forces au Burundi. C'était Chevino Mugwengezo, le président du parti PD Zigamiwanga. Et le projet de spoliation de l'hôpital Kira Swiss Clinic serait dans sa phase finale. Selon des sources proches du dossier, le coup d'envoi a été donné ce jeudi après une réunion tenue entre les actionnaires parapublics. Et il est prévu que les conclusions arrêtées lors de cette soi-disant réunion du conseil d'administration tenue en toute clandestinité soient ratifiées lors des réunions en assemblée générale convoquée ce vendredi 25 août. Le point avec Josiane Mouzanez.
Dans cette réunion du conseil d'administration, seuls les actionnaires minoritaires représentant les sociétés parapubliques y ont été convoqués hier. Elle s'est tenue dans les enceintes de l'hôpital Kila Suisse Clinique à partir de 15 heures. Comme on peut le lire sur l'invitation convoquant la dite réunion, un des points à l'ordre du jour était la préparation des assemblées générales prévues ce vendredi 25 août. Mais ce qui est étonnant est le fait que les actionnaires majoritaires ont été écartés alors que la loi stipule que nul ne peut engager les actions des gens en leur absence et sans les consulter au préalable. Pourtant, selon les informations en possession de la RPA, l'objet de cette réunion était de mettre en place un nouvel actionnariat illégal, ce que le président autoproclamé du conseil d'administration, en la personne de Charles Ndagijimana, a fait en violation de la loi car seules les juridictions compétentes y sont habilitées. Et d'après des sources proches des actionnaires parapublics, le dit projet inverse les chiffres et donne la majorité des actions à l'État, laissant aux privés qui étaient majoritaires seulement 31%. Pour ce faire, les promoteurs de cette mascarade ont trafiqué les chiffres issus des rapports produits par des experts, quitte à se doter de près de 69% des actions. Notre source proche des actionnaires parapublics qui ont participé à cette réunion fait savoir que ce nouvel actionnariat est réparti comme suit. La Socabou passe de 14 à 30%, devenant ainsi actionnaire majoritaire, tandis que l'ONPR, elle, est passée de 9 à 19% des actions. Quant aux actions qui se sont partagées, poursuit la même source, elles ont été retirées de celles des actionnaires privés qui étaient jusqu'à présent majoritaires. À titre illustratif, la société commerciale SwissMed s'est vue attribuer 0 action alors qu'elle en possédait 2337, car totalisant à elle seule 47% de l'actionnariat. D'autres privés ont également été écartés définitivement de cet actionnariat. Il s'agit notamment du nommé Godefroy Ndaïkenguru qui est dépossédé de toutes ses 15 actions et du docteur Christophe Sahabo qui en avait 26. À ces privés s'ajoute un certain Augustin Bazahicha qui, lui, a vu ses actions diminuer de plus de la moitié, passant de 501 à 215. Et si ce projet est ratifié dans les réunions en assemblée générale prévues pour demain, cela voudra dire que désormais le gouvernement disposera de 68,8% des actions dans l'hôpital Kila, tandis que les privés seront relégués à seulement 31%. Des magouilles pensées et mises en place par le duo aujourd'hui à la tête du dit hôpital, à savoir Charles Ndakijimana et le docteur Sylvain Pierre-Nzeimana, nommé à ce poste par ce dernier, une spoliation qui est en train d'être faite au vu et au su de toutes les instances du pays, du président de la République au ministère de la Justice, via le tribunal du commerce qui a pris ce dossier en main depuis des mois. Merci à toi, Josiane Mozanez. Parlons éducation à présent. Certains parents des élèves de la commune Rusaka en province de Mwaro exhortent les autorités habilitées à ne pas continuer de fermer les yeux devant les cas d'abus sexuels commis par les éducateurs. Ces parents indiquent que ce comportement des éducateurs qui abusent de leurs enfants ne date pas d'aujourd'hui et reste impuni. Le point avec Emile Nibasumba. Le directeur de l'école fondamentale Kizi, Dieudonné Ndawashinze, alias Kibiriti, est parmi les éducateurs qui sont accusés d'abuser sexuellement des élèves. Certains parents de la commune Rusaka signalent que l'élève qu'il a engrossé a récemment mis au monde un enfant après avoir abandonné l'école en mai dernier. Selon les mêmes informations, le directeur en question est introuvable depuis plusieurs jours. Le directeur de l'éducation dans la commune Rusaka, Célestin Chimirimana, confirme aussi que le directeur de l'Ecofo, Kizi Dieudonné Ndawashinze, surnommé Kibiriti, est en cavale, mais que les enquêtes sur ce cas ont été clôturées par l'inspection provinciale de l'éducation. Selon Célestin Chimirimana, le directeur de l'éducation dans la province Mwaro, Omer Barandaguié, lui a envoyé ce jeudi les recommandations sur ce dossier, mais qu'il ne pouvait pas les révéler avant de consulter ses collègues du département communal de l'éducation. Cette évolution de la situation est annoncée quelques jours après l'appel incessant des parents qui demandaient où les autorités en étaient avec les enquêtes sur ce dossier. Ces parents d'élèves estiment que les abus sexuels commis par les éducateurs à l'égard des élèves sont devenus monnaie courante dans leur commune de Rusaka. À part le directeur de l'Ecofo Kizi Dieudonné Ndawashinze alias Kibiriti, les parents citent aussi l'exemple de Vianney Ndikurio, maître responsable de l'école fondamentale Raro, et Gérard Saviyumva,
préfet des études du lycée communal Butora. Tous les deux sont accusés d'avoir abusé sexuellement une même élève il y a environ une année. Selon ces informations, la victime a mis au monde un enfant, mais les autorités communales de l'éducation sont restées silencieuses sur ce cas. Gérard Saviyumva est accusé d'avoir abusé sexuellement une autre élève du lycée communal Butora. Nous n'avons pas pu joindre Vianney Ndikurio et Gérard Saviyumva, même si les parents d'élèves accusent les autorités communales de l'éducation de fermer les yeux sur ces cas. Le directeur de l'éducation en commune Rusaka, Célestin Chimirimana, indique qu'il n'a jamais été mis au courant sur ces cas. Nous y reviendrons. Toujours en page éducation, grogne des enseignants bénévoles en province Kirundo. Il dénonce la pratique des directeurs communaux de l'enseignement dans le recrutement de nouveaux enseignants. Pour ces enseignants bénévoles, ces directeurs ne tiennent pas compte des besoins des écoles en enseignant selon les qualifications, mais plutôt ils s'arrangent pour privilégier leurs connaissances, peu importe leurs qualifications. Ces enseignants demandent l'intervention du ministre de l'Éducation pour mettre fin à ce genre de clientélisme. Écoutez le témoignage de l'un de ces enseignants bénévoles. Un directeur communal de l'enseignement peut appeler et te dire qu'il n'a pas d'enseignant qualifié pour enseigner tel cours. Viens donc nous aider, toi qui as cette qualification. Alors, qui répond positivement à la demande et qui travaille durant toute une année scolaire. Mais quand c'est le temps de donner des profils des enseignants dont il a besoin, l'automation n'est pas. Il y a même des cas qui dépassent l'entendement. Imaginez toute une direction communale de l'enseignement avec la section SSH, sciences sociales et humaines, qui manque par exemple un enseignant de géographie. Pourtant, parmi les cours à EXETA, il y a la géographie, l'histoire, la psychologie et la sociologie. Et puis, la mise en place de cette section, il n'y a jamais eu un seul enseignant qualifié en géographie. Mais quand on parvient à avoir un enseignant bénévole, on l'exploite comme on le peut. Mais à la fin de l'année, quand c'est le recrutement, on ne signale pas le besoin d'un enseignant de ton profil. Par contre, ce directeur communal de l'enseignement peut demander à recruter des enseignants qualifiés en français alors qu'il en a déjà plusieurs. Ici, alors, il y a lieu de te poser d'autres questions pour savoir pourquoi il ne cherche pas à demander le recrutement des enseignants qualifiés en telle matière alors qu'il n'en a aucun. C'est pourquoi il y a ici des inquiétudes. Nous en déduisons que les DCE ne demandent pas à recruter selon les besoins en enseignant, mais ils se contentent de présenter des profils fantaisistes pour donner la chance à les connaissances, donner la chance aux gens avec qui ils entretiennent des relations autres que professionnelles. C'est pourquoi le ministère devrait être au courant de ce qui se passe. Et si le DCE ne donne pas la chance, ne serait que de passer un test qui n'ira nulle part. Surtout que même le ministère a insisté que même pour remplacer ceux qui vont en retraite, on devra tenir compte de points qu'ils avaient obtenus dans le test fait. Minisitiri nawe yaciye ashyirako akaburungu akavuga ngo nabo tuzoha turiko turasubiriza bagiye muri retraite tuzobaha turebye ku kibazo bakoze amanota bari barose. C'était l'un des enseignants bénévoles en province de Kirundo. Après une petite transition, nous parlons droits de l'homme. RPA. Deux prisonniers de la prison centrale de Gitega totalisent 4 jours dans une cellule de correction. Ils y ont été mis sur ordre du représentant des prisonniers, Dinondati Boujafet, après les avoir torturés. Ce dernier est également cité dans d'autres exactions au sein même de la prison et a été pointé du doigt dans un meurtre d'un autre prisonnier. Le détail avec Elvis Senyomunge. Munzimana Vianney et Renommé Nyabenda sont les deux prisonniers de la prison centrale de Gitega qui sont actuellement dans une cellule de correction depuis dimanche soir sous l'ordre de Jafet Atibou, le responsable des autres prisonniers communément appelé Général. Vianney
a été accusé d'avoir injurié son chef de prisonnier Dinoda Tibu Jafet au moment où Nyabenda, lui, a été accusé de fréquenter un espace interdit. Selon une source de la RPA, dans cette prison, Atibu Jafet est un prisonnier qui écope de perpétuité dans la prison de Gitega à cause d'un meurtre qu'il a commis. Avant de mettre les deux prisonniers dans cette cellule, il les a d'abord torturés comme il le fait d'habitude. Notre source évoque ici l'exemple d'un prisonnier dino de Leonidas Ngendanzi qu'Atibu Jafet a tabassé à mort il y a de cela plus de 6 mois. Les autres prisonniers ont voulu se faire justice, mais Jafet a été mis sous la protection par Nishimwe Josiane et Nishimwe se féliciter respectivement directeur de la prison de Gitega et procureur général près de la cour d'appel de Gitega grâce aux relations d'amitié qu'ils entretiennent, des amitiés qui sont basées sur le trafic de boissons et d'autres marchandises dans cette prison fait par Atibu Jafet. Il jouit également de permission de sortir de la prison car il revêt ou peut passer la nuit dehors en échange de vêtements d'une somme de 100 000 francs par semaine à la directrice de la prison Nishimwe Josiane et au procureur général plus la cour d'appel Nishimwe se félicite. Atibu Jafet serait d'ailleurs en possession d'une clé de la cellule de correction, une clé qui devrait être gardée par la directrice de la prison. Les détenus de la prison de Gitega demandent au ministre de la Justice de prendre des mesures contraignantes à l'endroit de ces deux autorités, de les punir conformément à la loi, étant donné que ce n'est pas la première fois que Nishimwe félicité procureur général de Gitega et Nishimwe Josiane, la directrice de la prison centrale de Gitega, sont cités dans de telles magouilles. De Gitega capé sur Bujumbura pour parler des motards de la zone Chibitoke en commune Nhangwa qui s'insurgent contre le comportement d'un groupe de policiers de cette zone. Ces derniers inventeraient des fautes de roulage qui n'existaient pas pour les soutirer de l'argent. Le point avec Eric Nyonzima. C'est un groupe de policiers en poste au bureau de la zone Chibitoke qui est accusé de perturber les motards en pleine activité à la recherche de la Sylvie. Selon ces motards, ce groupe de policiers invente des fautes pour pouvoir extorquer de l'argent à ces motards. Encore le matin de ce jeudi, ces policiers ont agressé un motard en pleine route et il en est sorti blessé. Aujourd'hui matin, vers 6h10 à la 14e avenue Chibitoke, un motard était en train de négocier avec un client. Des policiers sont venus et ont appuyé sur l'embouillage. Ils n'étaient même pas en tenue policière. Essayant de fuir ce groupe, le motard est tombé et a été gravement blessé parce qu'il avait percuté le mur d'une boutique. Ces policiers se sont alors emparés de la moto et attendu que le propriétaire verse de l'argent pour qu'il puisse le promettre. Selon un des motards, ces policiers agissent tels de voler généralement leur opération, nous dire qu'un tout petit laps de temps et même les motos saisies ne sont pas acheminées jusqu'au bureau de la zone Chibitoke. Ils les conduisent à un autre endroit et attendent tranquillement que le propriétaire vienne les récupérer moyennant une certaine somme d'argent. Ils ne se soucient même pas de clients à bord. Ils s'emparent de la moto et disent la conduire au bureau de la zone. Mais ce n'est pas en réalité ce qu'il faut. Ils ont les propres cachettes de moto à la 7e avenue alors que les bureaux de la zone se trouvent à la 6e avenue. C'est à cet endroit alors que le motard de la moto a été saisi devra se rendre. Il devra se munir d'au moins 30 000 francs pour que sa moto lui soit remise. Ce groupe opère à partir de 5 heures du matin à 7 heures du matin. Les habitants et surtout les motards de la zone Chibitoke trouvent que ce comportement pourrait un jour conduire au drame. Ils demandent l'intervention de l'administration. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Evelyne Ninazwe, chef de zone Chibitoke, mais sans succès. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Toujours en mairie de Bujumbura, manque d'eau potable en zone Kinama. Les habitants de cette zone qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que cette pénurie d'eau va bientôt totaliser 2 mois. Il précise qu'ils peinent à trouver de l'argent pour se procurer de l'eau là où elle est encore disponible.
Le point avec Eloge Diveremèche. Certains habitants de la zone d'Okinama affirment que depuis la fin du mois de juin, ils s'observent une pénurie d'eau généralisée dans cette localité. Ils révèlent que cette pénurie s'est aggravée petit à petit jusqu'à ce que même l'eau qui était disponible durant les heures avancées de la nuit ne le soit plus ces derniers jours. Témoignage d'un habitant de la zone d'Okinama. La pénurie d'eau a commencé à se manifester à une allure inquiétante vers la fin du mois de juin. Au mois de juillet, l'eau pouvait couler dans les robinets à partir de 2 heures du matin jusqu'à 4 heures seulement. La situation est devenue très chaotique avec ce mois d'août. Les robinets sont devenus totalement secs. N'ayant pas d'autre choix, ces habitants précisent qu'ils optent à chercher l'eau dans d'autres localités. Ils donnent cette tâche aux conducteurs de taxi vélo et ces derniers facturent un bidon à plus de 500 francs burundais. L'obtention de l'eau nécessite beaucoup de moyens. En fait, il existe des conducteurs de taxi vélo qui peuvent se rendre à Kamenge à la recherche de l'eau. Mais ces conducteurs de taxi vélo exécutent cette tâche à 600 francs pour un bidon. Vous comprenez que cette situation est ingérable. Actuellement, ces habitants de la zone de Kinama demandent que cette problématique de manque d'eau trouve une solution durable afin de retrouver une vie normale et d'éviter que des maladies liées au manque d'hygiène n'envahissent pas cette localité. Toujours au même chapitre, cette fois en province de Rutana, il s'observe une paralysie de la distribution de l'eau potable au chef-lieu de cette province depuis quelques jours. Les informations émanant de cette province indiquent que cela est dû à une panne de la pompe utilisée pour l'alimentation de l'eau au chef-lieu de la province de Rutana. Les habitants de cette ville demandent à la régie des eaux de réhabiliter ou remplacer sans délai cette pompe, vu les conséquences qui pourraient s'en suivre. Reportage signé Emmanuel Nyongeko. Il s'agit de lamentation d'un des habitants de la ville de Rutana suite à la paralysie de la distribution de l'eau potable. Les informations recueillies auprès de certains citoyens indiquent que la régie des eaux branche de Rutana venait d'être dotée d'une nouvelle pompe installée dans la vallée de Gatare, à quelques kilomètres de la province. Et c'est cette dernière qui est utilisée pour l'alimentation de l'eau dans la ville de Rutana. Paradoxalement, cette pompe est tombée en panne après seulement une semaine. Un des habitants de Rutana témoigne. C'était une mauvaise nouvelle quand la régie des eaux nous a annoncé qu'il y a un souci en rapport avec l'eau qui provient d'Ogatare suite aux pompes qui faisaient monter ces eaux qui sont tombées en panne depuis quelques jours. Il y a une semaine, une autre pompe avait été aménagée. On pouvait avoir au moins un peu d'eau et voilà qu'on a été informé que la nouvelle pompe est aussi tombée en panne. Nous utilisions l'eau des marées et les habitants se bousculaient du fait qu'ils étaient nombreux. Ceux qui vont puiser cette eau prennent beaucoup de temps pour nous parvenir. Et si tu optes à donner cette tâche à un conducteur de taxi vélo, la facture est estimée entre 1000 et 1500 francs burundais pour un bidon de 20 litres. Les citoyens de Rutana demandent à la régie des eaux de réhabiliter ou remplacer sans délai cette pompe, vu les conséquences qui pourraient s'en suivre. Ils craignent notamment d'attraper des maladies des mains sales. Nous demandons à la régie des eaux de faire tout son possible pour nous donner de l'eau. Autre chose que l'aménage des pompes solides, car si elles tombent en panne, non seulement nous faisons face à la cherté de l'eau, mais aussi nous sommes exposés aux différentes épidémies qui pourraient nous attaquer, vu que la ville comporte en grande partie des maisons qui possèdent des toilettes à siège nécessitant beaucoup d'eau. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la régie des eaux à Rutana pour recueillir leurs réactions. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyongeko. Dernière nouvelle de cette édition, les réfugiés burundais du camp de Rusenda en République démocratique du Congo et ceux de Nakivale en Ouganda s'inquiètent des enfants contraints à l'abandon scolaire pour aller faire des travaux domestiques ou autres activités en dehors du camp. Ces réfugiés font savoir que personne ne se soucie de ces enfants pour qu'ils soient protégés. Le point avec Daniel Claire, il a trouvé. Au camp de Lusenda, en République démocratique du Congo, les réfugiés indiquaient depuis la suspension de l'aide destinée aux frais scolaires pour le HCR. Plusieurs enfants sont contraints d'aller à l'extérieur du camp pour chercher du travail. Selon notre source, ce qui leur arrive est vraiment désolant. Plusieurs filles rentrent avec des bébés, précise notre source.
La cause de tout cela est la bêtise prise par le HCR et le gouvernement de ne plus payer les frais scolaires aux élèves des écoles secondaires qui fréquentent les sites d'extraction de l'or ou au bord des lacs pour voir s'ils peuvent trouver du travail. Arrivés là-bas, nombreux font face à des problèmes. Ils reviennent avec des bébés. Ils sont très nombreux et cela ne concerne pas les filles seulement. Même les garçons en sont victimes, car un parent n'est pas en mesure de payer les frais scolaires pour son enfant. Ce dernier est contraint à quitter l'école. Au camp d'Onakival, les enfants sont aussi contraints de quitter l'école pour aller faire des travaux domestiques dans différentes villes. Un des réfugiés fait savoir que ces enfants sont souvent malmenés par leurs patrons. Souvent, il y a des problèmes. Les enfants sont retirés du camp et sont amenés à Kampala ou à Mbalara. Arrivés là-bas, mis à part qu'ils sont amenés, ces travaux ne les aident à rien. Les parents ne gagnent rien. Ils sont très petits et ils sont contraints d'abandonner l'école. Ils ne sont même pas à mesure de travailler. Ils manquent de suivi. En plus de cela, ils ne gagnent rien. On leur impose des activités qui nécessitent de la force, alors que ce sont des petits enfants. Ce réfugié du camp d'Onakival s'indigne parce que personne ne se soucie de ses enfants et aucune action n'a été envisagée pour les protéger. Personne ne se soucie de ses enfants, même si on présente des cas auprès des autorités et ils ne prennent aucune décision pour les aider. C'est un problème qui est très grave. Rien n'est fait pour protéger ces enfants malmenés. Merci à toi aussi, Danick Gatouva. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi prend fin cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagis. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.